Avant que tu commences à regarder cette vidéo, j'ai besoin que tu réfléchisses à quelque chose. Que se passerait-il si ce que tu crois être réel avait déjà été choisi par quelqu'un d'autre? Que se passerait-il si le dernier grand mensonge de l'histoire humaine était déjà en marche? Pas dans le futur, mais maintenant, pendant que tu regardes ceci. En 1994, un homme nommé Serge Monash a décrit, étape par étape, le plan le plus troublant jamais élaboré. 2 ans plus tard, il est mort. Sans antécédents, sans signes avant-coureurs. D'un arrêt cardiaque à 51 ans, coïncidence? Peut-être. Ou en savait-il trop? Voici le projet Bluebeam. Après aujourd'hui, tu ne verras plus jamais le ciel comme avant. Si ce sujet vous intéresse, je veux que vous écriviez Nouvel Ordre Mondial dans les commentaires. Je veux voir si vous êtes éveillés. Un homme contre le monde. Nous étions en 1994. Le monde venait de sortir de la guerre froide et l'on respirait une atmosphère étrange, un mélange de soulagement et de vertige. La sensation que quelque chose était terminé, mais que personne ne savait vraiment ce qui allait suivre. À ce moment précis, depuis le Canada, une voix inattendue s'est élevée. Serge Monash était journaliste indépendant. Ce n'était pas un illuminé du web. Internet de masse n'existait pas encore. C'était quelqu'un qui suivait la trace du pouvoir depuis des années. Réel, les structures qui opèrent derrière les gouvernements, et vers la fin de sa vie, cette piste l'a mené à quelque chose qui l'a changé à jamais, au projet Bluebeam. La manière dont cet homme est mort ajoute du mystère à cette affaire, mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant, il est important de savoir que Monash a commencé à diffuser, sur un ton empreint d'urgence, l'idée qu'il existait un programme mené par des organismes internationaux et soutenu par des avancées technologiques de pointe. Un niveau dont le but ultime était d'instaurer une nouvelle forme de contrôle mondial. Un contrôle qui ne se légitimait ni par la force, ni par des mécanismes politiques traditionnels, mais par la manipulation des croyances, des émotions et des perceptions collectives. L'humanité, selon cette vision, serait conduite vers une réalité fabriquée, acceptée comme sienne par ceux qui la vivraient. Et comment cela se produirait-il? Avec 4 choses simples, 4 étapes simples après lesquelles les grandes élites nous soumettraient sous prétexte de nous sauver de la fin imminente des temps. Première étape, abattre l'histoire. Le plan commencerait bien avant tout signe dans le ciel. Selon Serge Monash, tout se déploierait sur un territoire invisible, un terrain où les civilisations gardent leurs certitudes les plus profondes, les croyances religieuses. Nous savons déjà que les croyances religieuses structurent, organisent le passé, donnent forme au présent et projettent un sens du destin. Altérer ce noyau impliquerait de modifier la façon dont l'humanité interprète sa propre existence. Dans ce contexte, si certaines choses changeaient, l'idée se fissurerait depuis ses fondations. Monash expliquait que pour atteindre ce stade particulier, les puissants orchestreraient l'apparition manipulée de découvertes archéologiques qui émergeraient de manière soudaine. Et il ne s'agit pas de découvertes ordinaires, mais de trouvailles capables de reconfigurer la compréhension des religions et d'ouvrir des interprétations qui, jusqu'à ce moment-là, n'auraient pas été envisagées. Ainsi, des vestiges, des inscriptions et des structures qui apparaîtraient comme des pièces d'un puzzle inconnu instaureraient un sentiment croissant que le passé recèle des secrets qui commenceraient tout juste à être révélés. L'apparition de ces découvertes serait liée à une série d'événements qui, pour le monde, auraient une explication claire et reconnaissable. Des tremblements de terre, des glissements de terrain et des catastrophes naturelles qui ouvriraient des fissures dans le sol et exposeraient des couches restées cachées pendant des siècles. Chacun de ces événements serait perçu comme faisant partie de la dynamique habituelle de la planète, comme la manifestation d'une nature imprévisible qui, dans sa violence, révèle des fragments oubliés de l'histoire. Pour qu'une telle chose puisse même être imaginée, Monash faisait appel à des références technologiques qui, bien qu'elles ne confirmèrent pas son hypothèse, dessinaient tout de même un cadre dans lequel la manipulation à grande échelle cessait d'être complètement invraisemblable. Parmi celles-ci, il mentionnait des recherches liées à l'ionosphère et au comportement des ondes électromagnétiques, établissant des liens avec des programmes comme ARM, qui, depuis la fin du XXe siècle, ont fait l'objet à la fois d'études scientifiques
et de spéculation sur leur véritable portée. Le programme ARP, développé à des fins déclarées de recherche atmosphérique, est considéré par la communauté scientifique comme un outil pour comprendre les phénomènes naturels et améliorer les systèmes de communication. Cependant, dans l'univers que Monas décrivait, ce type de technologie pouvait être réinterprété comme une possible plateforme pour mettre en place ce scénario. Les tremblements de terre fonctionneraient comme une mise en scène parfaite. Chaque secousse, chaque effondrement, chaque ouverture du sol provoquée par la main de l'homme. Cela renforcerait l'idée d'un phénomène naturel, tout en permettant en même temps l'apparition des découvertes qui donneraient forme à une nouvelle interprétation du passé. L'effet de cette dynamique s'installerait de manière progressive. Les découvertes commenceraient à devenir évidentes, à s'accumuler, chacune apportant une pièce qui mettrait à l'épreuve les récits traditionnels. La répétition des événements, leur répartition à différents endroits du globe et la cohérence apparente entre les découvertes généreraient un sentiment de légitimité difficile à déconstruire. L'histoire commencerait à être perçue comme un domaine en révision constante, traversé par des preuves qui exigeraient de nouvelles interprétations et philosophies, jusqu'alors inexplorées. La confiance dans les récits hérités s'affaiblirait progressivement, remplacée par un sentiment d'incertitude et la nécessité d'accepter de nouvelles façons de comprendre le monde. Après cela, il n'y aurait plus de retour en arrière. Deuxième étape, le spectacle dans le ciel. Monas affirmait que, dans sa deuxième étape, le projet Bluebeam prévoyait la simulation d'événements surnaturels à l'échelle mondiale, en utilisant une technologie capable de projeter des images tridimensionnelles dans l'atmosphère. La logique était simple. Après que l'histoire ait commencé à se dérober sous les pieds de l'humanité, le regard se lèverait presque inévitablement, cherchant des réponses dans ce qui avait toujours représenté l'inconnu. Dans la théorie de Serge Monas, ce moment marquerait le début d'une série de manifestations visibles, des phénomènes qui surgiraient dans le quotidien avec une intensité capable de capter l'attention mondiale. Ces projections, selon son exposé, ne seraient pas de simples illusions isolées, mais des manifestations soigneusement conçues pour s'adapter aux croyances de chaque région, générant des apparitions que chaque culture interpréterait comme les siennes propres. Dans certains endroits, on pourrait percevoir des figures religieuses reconnaissables, dans d'autres, des signes associés à des traditions locales, construisant ainsi une expérience qui, bien que techniquement artificielle, semblerait profondément authentique. Les enregistrements commenceraient à se multiplier, capturés depuis différents points de la planète, partagés en temps réel, analysés encore et encore. Chaque nouvelle vidéo s'ajouterait à la précédente, construisant une continuité qui rendrait de plus en plus difficile d'attribuer l'événement à des explications isolées. Les images circuleraient sans arrêt, installant l'idée que quelque chose est en train de se passer et que ce quelque chose concerne tout le monde. Dans ce processus, la technologie serait vitale. Les drones, invisibles à l'œil nu dans de nombreux cas, fonctionneraient comme un réseau distribué qui soutiendrait chaque manifestation. Leur petite taille, leur capacité de déplacement et la complexité de leur coordination permettraient à l'ensemble de fonctionner comme une seule entité. Depuis le sol, la perception se concentrerait sur le résultat, sur la figure qui apparaît et disparaît, sur le message qui semble tomar forma en el aire. La question des hologrammes, quant à elle, occupe une place centrale dans cette deuxième étape. À la fin du XXe siècle, la technologie holographique avait déjà démontré sa capacité à transformer une image en un disque de l'humanité, en une humanité. Monas proposait que ces avancées auraient pu être poussées beaucoup plus loin, en s'intégrant à des systèmes satellitaires et à des plateformes atmosphériques capables d'élargir leur échelle jusqu'à des niveaux mondiaux. Dans ce scénario, le ciel deviendrait un écran, non pas au sens traditionnel, mais comme un espace modifié, où ce qui est projeté se confondrait avec la réalité. Une preuve de cette possibilité est un prétendu plan visant à projeter le visage d'Allah au-dessus de Bagdad en 1991, par lequel les Américains incitaient les Irakiens à renverser Saddam Hussein. Au fur et à mesure que les événements se répéteraient, la perception commencerait à se stabiliser autour de cette nouvelle réalité. L'attention resterait fixée sur le ciel, dans l'attente du prochain signe.
Dans la structure proposée par Serge Monas, cette deuxième étape consoliderait un changement fondamental. L'humanité observerait comment le ciel devient un langage en développement, une surface où les formes transmettent quelque chose qui n'est pas encore complètement défini. Et dans cette attente croissante, dans cette accumulation d'images qui semblent pointer vers un même endroit, el plan avanzaría hacia su siguiente fase. Tercer paso, la voz dentro nuestro. Après le ciel, l'étape suivante se produirait en silence. Les images resteraient suspendues dans la mémoire collective, encore fraîches, encore ouvertes à l'interprétation, tandis que quelque chose d'autre commencerait à se déplacer vers l'intérieur. Dans la théorie de Serge Monas, ce serait le moment où l'expérience cesserait de dépendre du visible et commencerait à s'installer dans un territoire privé, où chaque personne traite ce qu'elle voit et lui donne un sens. Une voix apparaîtrait progressivement. Au début, elle se manifesterait comme une intuition, une idée qui surgit avec une clarté inhabituelle, une sensation de certitude qui ne trouve pas d'origine précise. Avec le temps, cette présence prendrait forme, une structure perçue à la fois comme étrangère et familière, intégrée aux pensées quotidiennes. Chaque individu l'expérimenterait dans son propre cadre culturel, l'interprétant selon ses croyances, ses peurs et ses attentes. Mais est-il possible que les pouvoirs en place parviennent à générer des voix qui pénètrent dans nos esprits pour nous convaincre de la façon dont le monde est? Il n'est pas nécessaire d'y réfléchir longtemps pour se rendre compte que c'est quelque chose qui se produit actuellement. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'appareils qui accompagnent chaque moment de la journée. Écrans, écouteurs, systèmes qui émettent et reçoivent des signaux en permanence. L'interaction avec ces éléments est naturelle, presque automatique, intégrée à la routine sans qu'il soit nécessaire de se poser des questions. Et beaucoup de ces technologies n'ont pas forcément un rôle passif. Il a déjà été prouvé que les fréquences, les ondes et les signaux qui font partie de notre environnement pourraient fonctionner de manière qui ne sont pas toujours visibles. Les recherches antérieures dans ce domaine apporteraient une preuve supplémentaire. Au cours du développement du projet MKUltra, différentes façons d'influencer l'esprit humain ont été explorées, y compris des études sur la perception, la suggestion et la communication à des niveaux profonds. Dans cet ensemble d'expériences, certaines pistes de recherche se sont orientées vers des phénomènes comme la télépathie, cherchant à comprendre la possibilité de transmettre des informations sans intermédiaire visible. Ces études, restées secrètes pendant des années, ont laissé une trace qui continue d'alimenter des interrogations sur la portée réelle de ces pratiques. Dans le cadre du projet Bluebeam, la voix à l'intérieur de l'esprit prendrait un sens précis, servant de canal de validation pour tout ce qui a déjà été vu. Les manifestations dans le ciel trouveraient une confirmation intérieure, une interprétation qui semblerait émerger de la pensée elle-même. Chaque expérience deviendrait personnelle, intime, difficile à partager dans son intégralité. L'être humain aurait sa propre chambre d'écho, son propre biais de vérité. Est-ce exagéré? Réfléchissons encore à ce que nous offrent les réseaux sociaux. Sont-ils là pour que nous nous connections avec des personnes, ou pour que nous soyons de plus en plus seuls avec la fausse impression d'être accompagnés? Dans la structure proposée par Serge Monas, ce troisième acte consoliderait la transition vers un état où la perception se construit de l'intérieur. Il s'installerait comme un fil qui relie ce que l'on observe à ce que l'on comprend. Et dans cette connexion, dans cette sensation de dialogue interne qui semble avoir une origine différente, le plan continuerait d'avancer vers sa forme finale terrifiante. Quatrième étape. L'invasion et le nouveau Dieu. Résumons. Les découvertes archéologiques bouleverseraient tout. Les signes dans le ciel resteraient dans la mémoire collective, prouvant que de nouveaux changements approchent et la voix intérieure continuerait d'être présente dans l'expérience individuelle. Dans la théorie de Serge Monas, ces aspects favoriseraient l'émergence d'une figure qui révolutionnerait tout. L'incertitude qui avait marqué les étapes précédentes laisserait place à un sentiment d'avoir un cap et un but commun. Pour cela, une figure centrale prendrait de plus en plus d'importance, organisant la perception collective et offrant un cadre. Dès lors, l'expérience cesserait d'être fragmentaire et commencerait à être perçue comme faisant partie d'un processus cohérent. C'est à ce moment-là que le scénario s'élargirait soudainement.
Le ciel se réactiverait avec une intensité différente, chargée d'images qui ne transmettraient plus seulement la présence, mais aussi la menace. Nous faisons référence à des formations, des mouvements et des structures qui suggéreraient l'arrivée de quelque chose d'externe, quelque chose qui vient de l'extérieur du monde. La perception collective serait traversée par une nouvelle émotion, l'urgence. L'idée d'une invasion commencerait à prendre forme. Les manifestations deviendraient plus dynamiques, plus étendues, occupant de grandes régions du ciel, générant la sensation d'un phénomène qui progresse. Les images circuleraient rapidement, reproduites sur tous les appareils, analysées et discutées. La voix intérieure accompagnerait ce processus, renforçant l'interprétation. En installant l'idée que l'humanité se trouve face à un événement décisif et mortel, la réaction mondiale suivrait ce même rythme. Les gouvernements commenceraient à aligner leurs discours. Les différences historiques perdraient de leur importance face à la nécessité d'une réponse commune. La perception d'une menace commune engendrerait un mouvement d'unification qui serait présenté comme inévitable. Les structures politiques commenceraient à se réorganiser, poussées par l'urgence de coordonner des actions à l'échelle mondiale. Dans cette partie du plan, les grandes puissances utiliseraient leur arsenal nucléaire contre cette menace imminente, mettant ainsi en évidence la présence d'un ennemi unique. La transition vers une nouvelle structure mondiale se déroulerait comme une conséquence directe de ce scénario. La nécessité de coordination, de réponse rapide, d'unité, pousserait à la création d'un système intégrant tous les gouvernements sous une même autorité. L'idée d'un ordre mondial unifié s'imposerait comme une solution logique face à l'ampleur de l'événement. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand s'intensifierait, consolidant l'idée que l'humanité fait partie d'un seul et même ensemble. Tout simplement, la foi et l'espérance seraient retrouvées, mais il y aurait aussi une soumission extrême, pacifique et volontaire. Le nouvel ordre s'installerait en nous montrant un monde qui semblerait nouveau, mais qui en réalité aurait toujours les mêmes personnes en coulisses. Si cela nous semble exagéré, rappelons-nous que de grands mouvements autoritaires se sont forgés à différents moments de l'histoire de l'humanité en utilisant des moyens pas très différents. Il y a toujours eu des forces qui ont créé les maux qu'elles se sont ensuite vantées de combattre. Et ce n'est pas tout. Tout ce qui concerne le Blue Beam prendrait une autre tournure lorsque la figure de Serge Monast cesserait d'être seulement celle d'un enquêteur. Sa voix, qui jusqu'à ce moment avait construit un récit, commencerait à être entourée de faits qui élargiraient la portée de tout ce qu'il avait exposé. Le projet Blue Beam continuerait de circuler, de grandir, de trouver de nouveaux espaces. Pendant que la vie de celui qui l'avait formulé serait traversée par des événements étranges qui ajouteraient un nouveau niveau d'inquiétude. Notre histoire revient ainsi au début. Est-ce que quelqu'un a réduit Monast au silence? Vers 1996, la mort de Monast serait enregistrée comme un arrêt cardiaque. Il avait un peu plus de 50 ans et aucun antécédent. Le fait a été rapidement intégré aux registres officiels, clôturant l'affaire selon les procédures habituelles. La nouvelle commencerait à se répandre parmi ceux qui suivaient son travail, suscitant une réaction qui irait bien au-delà de la surprise initiale. Personne ne s'y attendait à ce moment-là, mais sa disparition marquerait un tournant dans la manière dont sa théorie serait perçue à partir de cet instant. En parallèle, son entourage montrait déjà des signes de friction avec la version officielle. Monast avait mentionné des situations de pression, des mouvements qui bouleversèrent sa routine et des épisodes qui lui faisaient sentir que son travail était étroitement surveillé. Ces déclarations circuleraient avec son œuvre, apportant un contexte qui prendrait plus de poids après sa mort. Un autre élément commencerait à prendre forme à la même période. Un chercheur lié aux mêmes idées décéderait dans un délai rapproché, dans des circonstances qui seraient également consignées comme naturelles. La coïncidence temporelle commencerait à faire écho dans les milieux où ces théories étaient discutées, renforçant l'impression d'un schéma qui se consoliderait avec le temps. Dans ce contexte, la situation de la fille de Monast occupait une place particulièrement sensible. Des versions diffusées dans différents milieux indiqueraient que la jeune fille avait été séparée, son arrêt dans les mois précédant sa mort, dans le cadre de décisions juridiques qui modifieraient de son environnement familial. Pour ceux qui considèrent que Monast avait eu accès à des informations sensibles, la séparation de sa fille devient un point de rupture. C'est un indice que les pressions qu'il dénonçait ne se limitaient pas à son activité publique.
La possibilité que sa vie privée ait fait l'objet d'ingérence introduit une sensation supplémentaire de complexité, parce qu'elle déplace la discussion du terrain des idées vers celui des conséquences personnelles. Coïncidence? Un homme qui en savait trop a-t-il payé cher le fait d'essayer de réveiller les autres? Que s'est-il réellement passé? Dans quelle mesure ce que Monast a dit a-t-il du sens? Lorsqu'on analyse le projet Bloomin d'un point de vue critique, la distance entre le récit et les preuves concrètes devient évidente. Il n'existe aucune preuve vérifiable qu'un plan d'une telle ampleur soit en cours, ni de documents fiables confirmant la capacité technologique pour exécuter quelque chose comme ce que décrivait Serge Monast à l'échelle mondiale. Cependant, les références à des projections dans le ciel. Elles prennent de nouveaux sens dans un monde où les images numériques sont de plus en plus sophistiquées. Les idées sur la manipulation mentale se croisent avec de réels progrès en neurosciences et en communication. Et les soupçons concernant le contrôle global s'intègrent dans les débats contemporains sur les données, les algorithmes et les opinions. Même parmi ceux qui rejettent les conclusions de Monast, il y a une reconnaissance implicite que le contexte dans lequel ces idées ont émergé n'était pas totalement étranger à l'inquiétude qu'il soulevait. Le progrès technologique, la concentration du pouvoir et la sophistication croissante des mécanismes d'influence sur l'opinion publique. On peut dire sans crainte de se tromper que le projet Bloomin, au-delà de sa véracité littérale, fonctionne comme une métaphore extrême d'un phénomène réel. La lutte pour le contrôle de la perception. Une lutte qui, dans une réalité où nous sommes constamment bombardés de nouvelles dont nous ne pouvons pas affirmer qu'elles soient réelles. Elle devient d'une actualité saisissante. Peut-être qu'alors que nous débattons pour savoir si Monast était un illuminé ou un fou, nos cerveaux sont déjà en train d'être entraînés pour la prochaine étape de l'humanité.